la structure hiérarchique, c'est une structure, quand vous voyez, qui a donc chaque sous-système a un seul chef hiérarchique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, donc, lorsque je parle d'un système qui a chaque deux subordonnés et qui ont un seul chef hiérarchique, c'est ce qu'on va appeler l'unité de commandement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité de commandement. C'est quoi l'unité de commandement? C'est-à-dire qu'un seul chef peut commander dans à plusieurs subordonnés, et donc on parle de l'unité de commandement. D'accord? Donc ça, c'est le premier principe de la structure hiérarchique. Donc la structure hiérarchique s'impose, donc la structure hiérarchique, parmi les principes, donc parmi ces principes, c'est l'unité de commandement. Il y a encore, donc on va passer maintenant juste les principes pour voir tous les principes. Voilà, le premier principe, c'est l'unité de commandement. Et c'est quoi l'unité de commandement? C'est-à-dire que chaque élément du système ou de ce système relève d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul chef, et ainsi de suite. Donc l'unité de commandement, c'est-à-dire que chaque chef a un seul chef, et comme ça, donc ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au directeur général. Il y a encore ce qu'on appelle la délégation de l'autorité ou la délégation du pouvoir. Cette structure, elle repose sur la délégation de pouvoir. De même, c'est le pouvoir de la prise de décision. Donc, c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique vers un subordonné, où donc, on va lui déléguer uniquement, si vous voulez, donc, le pouvoir de prendre des décisions non stratégiques. Donc, la délégation de l'autorité, elle se fait d'un supérieur vers un subordonné. Je délègue mon pouvoir. Je délègue soit une partie, soit la totalité de mon pouvoir à un subordonné qui va, bien sûr, prendre la décision à ma place. Et comme ça, il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises par le subordonné. Même si on lui délègue le pouvoir, c'est surtout ce qu'on appelle les décisions stratégiques. Le troisième principe, c'est le principe de la responsabilité. Le principe de la responsabilité, donc, le principe de la responsabilité, c'est-à-dire que chacun, il est responsable de ce qu'on lui donne comme si vous voulez, donc, comme outil et comme objectif. Donc, il doit atteindre l'objectif. Il est responsable. Et sinon, s'il n'a pas pu atteindre l'objectif, il est responsable. Il doit nous donner les explications qui concernent la meilleure réalisation des résultats obtenus. Donc, le principe de la responsabilité, c'est l'obligation pour un subordonné d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et d'expliquer les résultats non satisfaisants obtenus. Donc, il y a trois principes. D'accord? Donc, il y a le principe de l'unité de commandement. Il y a le principe de la délégation de l'autorité et le principe de la responsabilité. Sauf qu'il y a un petit point, c'est que le supérieur ne doit pas intervenir dans les tâches qui relèvent du subordonné. Le supérieur, il doit déterminer avec rigueur les différents objectifs, bien sûr, à atteindre. Il doit définir les objectifs à atteindre, mais il ne doit pas intervenir dans les tâches du subordonné, mais le subordonné, il est responsable de son travail, il doit expliquer à son supérieur, dans le cas où il n'a pas pu atteindre le résultat, donc un résultat satisfaisant, il doit donner les explications nécessaires pourquoi il n'a pas pu atteindre. Est-ce que c'est à cause qu'il n'existe pas de moyens pour les atteindre, soit il lui manque une formation, soit. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent ne pas servir le subordonné à atteindre donc l'objectif déjà précisé par le supérieur. Donc, on a parlé bien sûr ici, bien sûr c'est l'organigramme, donc on a travaillé déjà sur l'organigramme, c'est la représentation de la structure hiérarchique. Bien sûr ici, on peut voir
clairement qu'il existe une unité de commandement, c'est le principe de l'unité de commandement. Chaque sous-système dérive d'un seul chef. On peut de même voir que donc il y a le principe de la délégation du pouvoir. Par exemple, le directeur général, il peut déléguer une partie du pouvoir administratif à son directeur à l'administration ou administratif, une partie de son pouvoir technique au directeur technique. Celui-là, il peut déléguer de même son pouvoir à un subordonné, par exemple à celui-là, ou à un directeur d'usine. D'accord? Donc, on peut déléguer soit donc le pouvoir soit partiellement, soit totalement. Il y a le principe de responsabilité, c'est-à-dire que chacun il est responsable de ses gestes, et bien sûr il est responsable de son degré d'atteinte d'objectifs. Mais le supérieur, il reste le responsable des différents résultats réalisés par les subordonnés. Par exemple, ce directeur, il est responsable des résultats obtenus au niveau de l'atelier tissage. Par exemple, si le directeur technique décide de faire un contrôle pour les ateliers, il va demander au directeur d'usine de lui donner des explications nécessaires. Ouais, donc ça, c'est important. Donc, dans la liaison qui peut exister entre les différents volets, les différents niveaux hiérarchiques. Passons maintenant, s'il vous plaît, aux avantages et aux inconvénients de ce type de structure. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de ce type de structure. Le premier avantage pour la structure hiérarchique. Donc, on va prendre le premier avantage. C'est une structure simple, facile à mettre en place. Ça, c'est un avantage, oui, effectivement. Elle est destinée à la mise en œuvre pour les petites entreprises, vu sa simplicité, donc elle est simple et facile à mettre en place. C'est une structure qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. Donc, c'est-à-dire que, malgré qu'on peut critiquer qu'effectivement, au niveau de la communication interne, il y a un problème dans ce type de structure, mais entre les éléments du sous-système, donc on peut communiquer quand même. Donc, la structure, elle permet permet au sous-système de communiquer. Donc, il permet une communication entre les sous-systèmes. C'est une structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. Je connais toujours qui a le pouvoir et qui doit exécuter. Et de même, les compétences, ils sont très bien définies. Chacun sait très bien, c'est le principe de responsabilité, sait très bien ce qu'il doit faire et les objectifs qu'il doit atteindre. Un autre objectif, c'est que tous les éléments du système ont un pouvoir propre ou délégué. Soit, donc, par exemple, pour les éléments du système, soit ils ont un pouvoir propre de prise de décision. Quand je parle du pouvoir, c'est la prise de décision. Soit la décision, il va la prendre parce que c'est sa tâche, soit il est délégué, c'est-à-dire qu'il a eu ce pouvoir à travers son directeur, son chef. Soit qu'il a son propre pouvoir qui va prendre la décision à son niveau, soit qu'il a une décision, un pouvoir qui est délégué. Et parmi les avantages encore, c'est que chaque élément du système est conscient du résultat qu'on lui attend de lui. Et ça, c'est très important pour l'appréciation des résultats. Chacun sait très bien la responsabilité qu'on lui a confiée et de même le résultat attendu de lui. Parmi les inconvénients, c'est que le responsable est submergé de tâches. Donc, le responsable est submergé de tâches, ce qui risque de perturber la marche normale du système. Ah, ça c'est très important. Je vais vous donner une chose qui est importante. Même si on peut dire ici qu'il y a des spécialistes, mais malheureusement dans cette structure, des personnes, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des spécialistes. Même si on peut parler d'une direction administrative, d'une direction technique, d'une direction commerciale, par exemple le directeur technique, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé sur la direction technique. Il va faire tout. Il doit être polyvalent. Il va même faire les tâches de l'administration et les tâches commerciales. Et ça, c'est parmi les critiques données à cette structure. Parce que celui-là, par exemple, ce directeur d'usine, s'il désire avoir une information, il doit passer par ce directeur technique.
Il ne va pas avoir l'information directement d'un autre directeur. Non, il doit passer par le directeur technique qui doit connaître toutes les informations et qui doit avoir toutes les informations nécessaires et qui doit avoir toutes les compétences nécessaires pour le travail. Celui-là, par exemple, pour arriver à avoir un papier administratif, il doit passer par son directeur. Son directeur va l'adresser à son directeur pour passer à la direction administrative. Et donc, dans ce cas, les directeurs, les chefs, ce sont donc des chefs qui vont être submergés de tâches et bien sûr, ils doivent avoir des compétences diverses dans plusieurs techniques, chose qui est presque impossible. Donc, le responsable, il va être submergé de tâches, ce qui risque de perturber la marche normale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne va pas se concentrer, il ne va pas se spécialiser dans un domaine. Ce ne sont pas des spécialistes. Encore, il y a un risque de déformation de l'ordre donné, vu le nombre des niveaux parcourus par cet ordre. Par exemple, dans la structure hiérarchique, puisque c'est une structure qui est donc des petites entreprises, peut-être que le directeur va donner un ordre oralement à n'importe quel niveau dans cette hiérarchie. Par exemple, il va donner un ordre oral au directeur technique qui va à son tour lui transférer oralement au directeur de l'usine. Le directeur de l'usine va transférer ce message aux ateliers. Et bien sûr, on peut, vu les niveaux de la hiérarchie, le niveau parcouru par la hiérarchie, peut-être que cet ordre va être déformé. Donc, il y a un risque de déformation du message et de l'ordre, surtout quand il est oral, vu le nombre des niveaux parcourus par cet ordre. Et bien sûr, il y a une critique qui est donnée à cette structure, notamment la difficulté de trouver des responsables compétents dans tous les domaines. Bien sûr, on ne peut pas trouver des responsables. Par exemple, le directeur technique, il ne va pas être compétent en même temps dans la direction technique, la direction administrative, la direction commerciale. Donc, c'est très difficile de chercher, même impossible de chercher ou de trouver quelqu'un qui est compétent dans tous les domaines. Et c'est pour cela qu'il y a différents inconvénients pour cette structure qui vont être réglés au niveau de la deuxième structure, qui est la structure fonctionnelle. Donc, on va passer, s'il vous plaît, à la deuxième structure. C'est la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle, ou appelée encore la structure taylorienne, bien sûr, cette notion qui vient du fondateur de l'organisation scientifique du travail, Taylor. Taylor, avant de parler de la structure fonctionnelle, de quoi il a parlé Taylor? Il a insisté sur la division des tâches et la spécialisation. La division des tâches et la spécialisation. Quand on arrive, Inch'Allah, les fonctions de l'entreprise, on va essayer de discuter effectivement sur le taylorisme, sur le fordisme et les différentes théories industrielles contemporaines. En ce qui concerne la structure fonctionnelle, ou encore appelée structure taylorienne, elle va essayer de limiter un petit peu les inconvénients de la structure hiérarchique. Surtout au niveau de la communication au sein de l'entreprise, parce que dans la structure hiérarchique, il y a un problème de communication et il y a un problème de spécialisation, parce que les chefs, ils font tout. Alors que dans la structure fonctionnelle, il y aura des spécialistes qui vont appeler des fonctionnels, donc des spécialistes qui vont être appelés, qui s'appellent des fonctionnels. Les fonctionnels sont des spécialistes. Et ce sont eux qui vont diriger l'entreprise. C'est-à-dire que la direction de l'entreprise va être à travers des fonctionnels, des spécialistes. Donc la notion fonctionnelle est due à Taylor, et elle résulte de l'introduction de la spécialisation, et c'est ça le premier principe, la spécialisation, à qui l'on confère une part de responsabilité. Ce qui a pour conséquent qu'un subordonné peut recevoir des ordres de plusieurs chefs. Dans cette structure,
le subordonné va recevoir des ordres de plusieurs chefs. Il n'y a pas un seul chef. Il n'y a pas l'unité de commandement. Il y a la multiplicité de commandements, si on veut dire. Le responsable peut intervenir dans le cadre de sa compétence lorsque les problèmes sont posés. Donc, le responsable, il peut intervenir, bien sûr, juste dans le cadre de sa compétence. Je vais vous montrer d'abord l'organigramme de cette structure et par la suite, on va revenir au principe. Ça, c'est l'organigramme. Donc, l'organigramme de cette structure est subdivisé en... Donc, bien sûr, comme vous voyez, ici, par exemple, c'est un chef d'atelier, le chef. Bien sûr, il y a des subordonnés à ce chef. Notamment, on va trouver un spécialiste en entretien, par exemple, un spécialiste des méthodes, un spécialiste de qualité. Ces spécialistes vont donner leur ordre aux différents ouvriers qui sont des exécutants. Ici, les ouvriers, ils vont faire tout. Ils vont obéir à tous les ordres, donc les ordres qui proviennent des spécialistes. Donc, ils vont obéir de tous les ordres. Celui-là, il va donner un ordre dans le cadre de sa spécialité. Ce spécialiste des méthodes, il va donner son ordre dans le cadre de sa spécialité. Et le spécialiste qualité, il va donner de même son ordre dans le cadre de sa spécialité. Et donc, l'ouvrier, il va avoir des messages, il va avoir des ordres de la part de plusieurs chefs. Vous voyez que le principe ici, c'est l'absence de l'unité de commandement. C'est inversement à la structure hiérarchique, il y a une absence de l'unité de commandement. Mais chaque spécialiste, chaque chef hiérarchique va donner, on va dire chaque chef fonctionnel, va donner ses ordres dans le cadre de sa spécialité. Mais le cadre de sa spécialité. Même si parfois on trouve qu'il y a de l'ouvrier, dans certains cas, il y aura des conflits de pouvoir entre les spécialistes, donc les différents fonctionnels. Surtout que cet ouvrier peut se trouver parfois peut se trouver dans un cas où il y aura deux ordres contradictoires. Et donc, à qui il va obéir? Un ordre, l'autre il va lui donner un autre ordre contradictoire, donc à qui il va obéir. Et dans ce cas, on va trouver qu'il y aura un problème. D'accord? Donc, de même, il y a le principe de la délégation de pouvoir à des chefs fonctionnels. D'accord? Donc, ça, ce sont des principes, on va en parler. Voilà. D'abord, c'est l'absence de l'unité de commandement. C'est le premier principe. Il n'y a pas d'unité de commandement. Chaque responsable peut intervenir dans le domaine de sa compétence auprès d'éléments dépendants d'autres sous-systèmes. Donc, bien sûr, il va intervenir juste dans son domaine de sa compétence. Il ne va pas intervenir dans d'autres domaines de compétence. Il va donc intervenir juste dans le cadre de sa compétence. Il faut que l'intervention du responsable se limite dans son domaine de compétence, d'accord, fonctionnel. Il ne va pas chercher à rentrer, à s'intégrer dans d'autres domaines qui ne dérivent pas de sa compétence. Et bien sûr, c'est ça le principe général de la structure fonctionnelle. De même, la délégation de pouvoir, parmi les principes, elle est déléguée à des responsables fonctionnels. C'est-à-dire, ce sont les fonctionnels qui ont le pouvoir de commander dans le cadre de la fonction. Attribuer à un responsable le pouvoir de commander une fonction. Le responsable peut intervenir juste dans le cadre de sa compétence et lorsque les problèmes, bien sûr, sont posés. Les domaines d'intervention, ils sont très bien définis. Il ne doit pas chercher à intervenir dans des domaines étrangères à celles de sa compétence. Ils ne doivent pas mettre en cause le sous-système. Bien sûr, il y a des avantages pour cette structure, comme il y a certains inconvénients, surtout liés à cette absence de l'unité de commandement. Donc, parmi les avantages, cette structure utilise des spécialistes pour résoudre la complexité des problèmes de gestion. Et donc, parmi ces avantages, c'est qu'elle est
efficace au niveau de la gestion, parce qu'elle s'articule sur des spécialistes qui sont très spécialisés dans leur domaine, et donc ils vont prendre des décisions bien étudiées, et bien sûr ça va donner un coup de pouce pour la gestion d'entreprise, plus d'efficacité, surtout dans les activités spécialisées. Parmi les inconvénients, c'est qu'elle représente parfois un risque de conflit entre les spécialistes. D'accord? Un risque de conflit de pouvoir. Surtout quand ils donnent deux ordres contradictoires. Bien sûr, il y aura un risque de conflit de pouvoir entre les fonctionnaires. Donc, et pour résoudre encore ce problème, la théorie a cherché à combiner entre la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle à travers une troisième structure qui va combiner les deux. C'est la structure appelée staff and line. Staff and line. Donc la structure hiérarchico-fonctionnelle, ou la structure appelée staff and line, ou la structure fonctionnelle avec relation hiérarchique, les trois définitions sont justes, a pour principe d'avoir les avantages de la structure hiérarchique et d'avoir les avantages de la structure fonctionnelle. D'avoir le principe hiérarchique et le principe fonctionnel. Donc, pourquoi on l'avait appelé staff and line? Ce sont qui le staff? Donc, on va voir d'abord au niveau de l'organigramme. Vous allez voir. Voilà, ça c'est un organigramme. Cette structure, c'est comme si on parle d'une structure hiérarchique. D'accord? C'est comme la structure hiérarchique, c'est-à-dire, c'est une structure qui se base sur l'unité de commandement. Alors, il y a le principe de l'unité de commandement, il est préservé. C'est-à-dire que chaque sous-système a un seul chef qui prend la décision. Mais avec une petite partie ici, appelée état-major, qui est, si vous voulez, donc, qui est alignée à toutes les directions. Donc, elle est alignée à la direction générale, elle est alignée aux différentes autres directions. Donc, toutes les directions vont avoir des liens avec l'état-major. Et c'est quoi cet état-major? L'état-major, ou appelé le staff, ça c'est le staff. Il est composé de plusieurs spécialistes. On l'appelle état-major, on l'appelle fonctionnel, comme on l'appelle le staff. C'est un ensemble de spécialistes, d'accord, très spécialisés dans leur domaine. Ils peuvent être des organes internes à l'entreprise ou même des organes externes de l'entreprise, mais qui sont très spécialisés et qui vont donner des suggestions, qui vont donner des conseils, les différentes lignes hiérarchiques, la ligne hiérarchique. Donc, ça, c'est le staff. Ceci, ce sont les lines. C'est la ligne hiérarchique, c'est les lines. Donc, il y a le staff, il y a les lines. Le staff, c'est les fonctionnels. Les lines, ce sont les opérationnels. Les lines, on l'appelle encore les opérationnels. Ce sont eux qui prennent les décisions et qui vont transformer les conseils de l'état-major sous forme de décisions, et bien sûr, et qui vont garder la gestion de l'entreprise et vont assumer, en fin de compte, la responsabilité des différentes décisions prises. Quel est l'avantage de cet état-major? Un état-major, il donne des suggestions, il donne des conseils, la ligne hiérarchique. À chaque moment qu'une personne ou qu'un chef hiérarchique aura des problèmes au niveau de la gestion, il va retourner vers l'état-major, vers les spécialistes, pour avoir leurs conseils. Et comme ça, des conseils ils seront bien étudiés. Donc, bien sûr, parmi les membres d'état-major, on peut trouver des consultants juridiques, des comptables, donc des experts comptables. On peut trouver, par exemple, des avocats, on peut trouver des notaires, on peut trouver des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine et qui vont donner les différentes suggestions nécessaires, les différentes, si vous voulez, conseils nécessaires pour les lines. D'accord?
Donc, la structure, elle se repose sur deux principes. C'est le principe de l'unité de commandement. Donc, on préserve l'unité de commandement avec tous les avantages du principe de l'unité de commandement. Et bien sûr, il y a le principe de la spécialisation qui est défini par l'état-major. L'état-major qui va donner des conseils et des suggestions. Donc, nous avons les principes. Voilà. Donc, le principe, il est dit staff and line, il repose sur l'unité de commandement formée par les chefs hiérarchiques. On peut même les appeler des chefs opérationnels. Mais ces derniers doivent tenir des suggestions et des recommandations des responsables ou des conseillers. C'est-à-dire que les chefs hiérarchiques, ils doivent chercher à avoir des suggestions, des conseils, des recommandations de la part des fonctionnels qui sont le staff. Donc, d'abord, le premier principe, c'est l'unité de commandement. L'unité de commandement, c'est-à-dire que le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques qui sont les lines, la ligne hiérarchique, qui disposent d'une autorité générale. Ce sont les opérationnels. Les responsables online doivent tenir compte des suggestions et des recommandations des responsables en staff et les transformer en ordre. Donc, c'est-à-dire que les lines, ils doivent chercher à avoir des informations, des suggestions et des conseils de la part des responsables de staff et les transformer sous forme d'ordre à exécuter. Deuxième principe, c'est le principe de la spécialisation, qui est le fait que le responsable ou les responsables qui conseillent, mais ne décident pas. Et ça, c'est très important, parce que l'état-major, les personnes, les lines, les staffs, ce ne sont pas des personnes qui décident. La décision, le pouvoir de la prise de décision, il est destiné aux opérationnels. Ce sont eux qui prennent les décisions, alors que le responsable ne décide pas. En observant, d'accord, donc il observe et ce sont l'état-major, ce sont des fonctionnels. L'état-major doit se confiner dans son rôle de conseil et non donner des ordres. Et ça, c'est parmi les critiques. Les critiques, parce qu'au niveau, de ce type d'organisation, parfois, on trouve que le staff, il ne donne pas des conseils, mais il essaye de donner des ordres. Et normalement, le staff, son rôle, c'est ne pas de donner des ordres, mais en fin de compte, il va se limiter de son rôle de donner des conseils. C'est parmi les critiques données à ce volet, à cette structure. C'est parmi les inconvénients. Donc, les avantages qu'on peut donner à cette structure, c'est que c'est une structure, bien sûr, qui va se baser sur l'unité de commandement, la responsabilisation. Donc, la gestion va être plus efficace, la responsabilité, elle est bien déterminée. Parmi les inconvénients, c'est qu'il y a une confusion entre l'état-major, d'accord, entre l'état-major et donc bien sûr une confusion entre les conseils donnés par l'état-major et les suggestions et l'ordre. Parfois, l'état-major, il ne se contente pas de donner des conseils, mais il essaye de suivre si leurs conseils sont exécutés. Et donc, il y a une confusion entre le conseil et l'ordre. Il y a de même, on peut se trouver dans un problème de la prise de décision. Qui assume la responsabilité de la décision prise? D'accord? Par exemple, si un directeur a eu une recommandation de la part de l'état-major alors que cette décision reste inefficace, qui va assumer la responsabilité. Et ça, c'est un problème parmi d'autres, bien sûr, parmi les inconvénients de cette structure. Maintenant, on va passer, s'il vous plaît, pour les entreprises les plus développées. Il y a un certain sorte de structure de même plus développée. Surtout pour les entreprises qui ont plusieurs projets. Là, on trouve des structures
élaborée. On parle d'abord de la structure matricielle et par la suite la structure divisionnelle. Donc, la structure matricielle. Donc, on show d'abord l'organigramme. Par la suite, on peut revenir au principe. Ça, c'est l'organigramme de la structure matricielle. Donc, la structure matricielle est une structure qui repose sur deux éléments. Il y a des fonctionnels. Vous voyez, il y a des fonctionnels, par exemple, responsables de construction, service d'achat, service financier, qui est dirigé par des spécialistes, qui sont dirigés par des spécialistes. Ce sont les fonctionnels. Mais pour chaque projet de l'entreprise, puisque c'est une grande entreprise et qu'il y a plusieurs projets peut-être, pour chaque projet, il y a un chef de projet. Donc, pour avoir plus de flexibilité, il y a un seul chef de construction pour tous les projets, pour le projet A et pour le projet B. Il y a un chef fonctionnel d'achat pour le projet A et pour le projet B. Il y a un chef de même pour le service financier, pour le projet A et pour le projet B. Alors que pour chaque projet, il y a un pilote ou un chef de projet qui va, bien sûr, s'intéresser à la coordination avec tous les autres services fonctionnels. Projet A, donc il va coordonner avec tous les services. Projet B, de même, il coordonne avec tous les services. Et bien sûr, ça c'est parmi les principes, ça c'est une structure qu'on appelle une structure matricielle. Elle est comme une sorte de matrice. Il y a des personnes qui travaillent ici, par exemple des subordonnés, qui travaillent dans ces projets. Peut-être qu'on va élaborer, peut-être qu'on va créer un autre projet. Donc les personnes, ils vont travailler dans un autre projet. Par la suite, quand on finit de ce projet, la gestion des personnels va être plus flexible, donc ils peuvent retourner à leur projet d'origine. Soit on peut les mobiliser vers d'autres projets. Donc au niveau de la gestion des personnels, elle va être plus flexible. Comme ça, l'entreprise aura une capacité une capacité pour mobiliser son personnel d'une manière qui est très flexible entre les projets. Donc, parmi les structures, donc la structure matricielle repose sur des unités fonctionnelles, voilà les fonctionnels, qui disposent du matériel, du personnel et qui sont au service des unités divisionnaires. Donc, les unités fonctionnelles, ce sont les fonctionnels. Les unités divisionnelles, ce sont les chefs de projet, les opérationnels. On appelle des unités divisionnelles puisqu'il s'agit des divisions ou des projets. Donc, il y a des unités fonctionnelles, il y a des unités divisionnelles qui s'intéressent à la réalisation des tâches déterminées, donc le produit ou les activités ou les projets, en faisant appel à l'assistance des unités fonctionnelles. Donc, bien sûr, les unités fonctionnelles, ils disposent du matériel, ils disposent du personnel qui travaille, et bien sûr, qui vont être à la portée, qui vont être au service des unités divisionnelles. Alors que les unités divisionnelles, ce sont eux qui exécutent les tâches, bien sûr, et eux qui pilotent les projets, bien sûr, tenant compte qu'ils font appel aux unités fonctionnelles, bien sûr, qui est mise à leur service. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est la flexibilité déjà. Quand on parle d'une sorte de structure de cette manière, c'est une structure qui est très flexible et bien sûr, ça permet une flexibilité générale. Donc, parmi les avantages, qu'il n'est pas rigide, qu'il évolue en fonction des activités de l'entreprise. Elle favorise la concurrence entre les chefs de projet. C'est-à-dire ici que chaque chef de projet, il va être en concurrence avec les autres pour donner son mieux. Il va donner son mieux pour qu'il soit quelqu'un qui est
compétitif. Donc, il va dire mon projet va être le mieux classé par rapport à notre objectif. Et bien sûr, ça, donc ça va donner cet avantage pour les services de l'entreprise, donc toute l'entreprise, cette compétitivité. Par ailleurs, le personnel trouve souvent des ambiguïtés, car cette structure ne précise pas clairement de qui on doit dépendre. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un subordonné ici, à ce niveau, il va recevoir un ordre de qui? Il va recevoir un ordre de la part du pilote de projet. Il va recevoir encore un ordre de service chef de service. À qui il va obéir surtout quand les ordres ils seront contradictoires. Ici, on trouve qu'il y a un conflit de pouvoir qui peut exister entre les services de construction et les pilotes de projet. D'accord? Donc, il se peut qu'il y aura des ordres contradictoires entre le chef de service et les pilotes de projet. Donc quand il y a un subordonné qui est attaché à deux supérieurs, il y a un problème qui concerne le conflit de pouvoir, et ça, c'est un inconvénient. Sinon, elle est très avantageuse puisqu'elle permet d'avoir plus de flexibilité. Elle est moins coûteuse que d'autres structures qui peuvent avoir plus de coûts. Donc, dernière structure, c'est la structure divisionnelle. Comme vous allez voir, ça c'est un organigramme de la structure divisionnelle. La structure divisionnelle, elle divise l'entreprise. Vous savez, cette structure divisionnelle, d'abord, elle est faite pour les grandes entreprises qui ont des divisions et qu'on peut les diviser soit par type de produit parce que ces entreprises fabriquent beaucoup de produits, soit on va les diviser par zone géographique parce que ces entreprises s'installent dans plusieurs zones géographiques, etc., etc. Donc, c'est pour cela qu'on va diviser notre entreprise en plusieurs divisions. Quelle soit la division, par exemple, par produit ici, produit A, il a une division. Produit B de même, il a une division avec sa propre hiérarchie. La division C avec sa propre hiérarchie. C'est-à-dire que chaque division, elle a sa propre organisation, sa propre structure. Chaque division, surtout les multinationales, quand vous trouvez des multinationales, ils sont installés par exemple dans plusieurs régions, et donc chaque région a sa propre structure. Et même, elle a une indépendance au niveau de la gestion, une indépendance de même au niveau du financement. D'accord? Donc, vous voyez que, par exemple, pour le produit A, il a une direction d'achat, direction technique, direction de vente. Même chose pour le produit B, on va trouver une direction d'achat, une direction technique, une direction de vente. Pour le produit C, de même, on va trouver une direction d'achat, une direction technique, une direction de vente. D'accord? Donc ça, c'est parmi les principes de cette structure. Elle repose sur une division qui donne lieu à des sous-systèmes correspondant soit aux produits fabriqués, soit lorsque l'entreprise fabrique par exemple des produits, elle a plusieurs projets, et chaque projet, je vais vous donner un exemple, on peut donner quand même un exemple, par exemple, l'entreprise Danone, c'est une multinationale, et bien sûr, elle peut s'installer dans plusieurs pays, et chaque unité a sa propre structure. Selon le produit, par exemple, ça dépend de chaque produit. Le produit, par exemple, yaourt, et le produit, par exemple, des jus. Donc, chaque produit a sa propre structure. Soit aux catégories de clients. Il y a des entreprises qui font la distinction selon les catégories socio-professionnelles des clients. Soit par zone géographique. L'unité de Marrakech, l'unité de Asfi, l'unité de Rabat, l'unité de Casablanca, et ainsi de suite. Donc, parmi les avantages de cette structure, ce type de structure est adopté par la majorité des grandes entreprises parce qu'il permet à chaque moment d'ajouter ou de supprimer une division sans perturber l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut à chaque moment ajouter une division si on en aura besoin, sinon on peut la supprimer, donc sans perturber les autres divisions de l'entreprise. Bien que chaque élément du système participe dans l'obtention des résultats. Donc, chaque élément du système, surtout, il y a une sorte de compétitivité entre les sous-systèmes de cette entreprise.
chaque division, elle essaye de faire son mieux pour donner plus de résultats. Donc tous les sous-systèmes essayent de participer à avoir de bons résultats. Parmi les inconvénients, c'est le coût global, donc d'avoir une unité, un sous-système. Donc bien sûr, c'est coûteux. On peut parler d'un coût qui est très élevé, le coût des différentes, bien sûr, des différents spécialistes qui vont gérer les entreprises. Donc ça, c'est très important de le dire parce que elle n'est pas très flexible. Donc à chaque moment qu'on aura besoin d'un nouveau projet, on doit élaborer une division avec un coût qui est très élevé. Même dans le cas où la suppression d'une division va peut-être engendrer des coûts qui sont de plus en plus élevés.